Au dîner, le cousin de mon mari a souri. Dans la marine? Je parie que tu ne es qu'une secrétaire de bureau glorifiée. Puis son père a demandé, quel est ton indicatif d'appel? Toute la salle est devenue mortellement silencieuse. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai vu venir. Vraiment. Cela me ferait me sentir beaucoup plus intelligente, beaucoup plus préparée si je pouvais dire que j'étais entrée dans cette maison en sachant exactement comment la soirée allait dégénérer. Mais la vérité est que cela a commencé comme n'importe quelle autre fête de la Toussaint à La Rochelle, France. Le ciel avait cette teinte particulière de gris côtier. Le vent soufflant de l'eau portait un froid humide qui s'infiltrait à travers ma veste, et l'allée était bondée de camionnettes et de gros SUV. C'était un jeudi tout à fait normal. Mon mari, Jean-Luc, a garé notre voiture sur le bord de la pelouse parce qu'il n'y avait absolument aucun autre endroit pour se garer. Je me souviens avoir ouvert la portière passager, être sorti sur l'herbe durcie par le gel, et avoir pris une longue inspiration avant d'essayer de me tenir droite. Mon genou droit s'est bloqué. Il se comportait comme une charnière de porte rouillée toute la semaine, un charmant petit souvenir d'un atterrissage difficile au Moyen-Orient il y a environ 10 ans. Certains jours, je l'oubliais complètement. D'autres jours, généralement lorsque la température descendait en dessous de 10 degrés Celsius, il décidait de me rappeler bruyamment que j'avais 39 ans et que mon corps avait payé un lourd tribut pour l'uniforme que je portais. Jean-Luc est venu de l'arrière de la voiture, portant un plat de patates douces couvert de papier d'aluminium que sa mère nous avait pratiquement supplié d'apporter. Il s'est arrêté quand il m'a vu pencher lourdement contre la portière de la voiture, massant le côté de ma jambe. Il avait ce regard doux et inquiet sur son visage, celui qui faisait de lui un si bon conseiller au lycée où il travaillait, mais qui parfois me rendait folle. « Ça va, Sandrine ?» a-t-il demandé, sa voix basse. « Oui, ça va bien » ai-je dit, me décollant de la portière et forçant mon poids sur ma mauvaise jambe. Juste besoin d'une seconde pour laisser les articulations se souvenir comment fonctionner. « Tu es sûr? Nous n'avons pas besoin de rester tard. Nous pouvons juste manger, dire bonjour et partir d'ici à 19h. Jean-Luc, c'est la Toussaint de ta famille. Nous resterons aussi longtemps que nécessaire. » J'ai fermé la portière de la voiture plus fort que prévu. Le bruit sourd a résonné dans la rue silencieuse. Quand une simple question comme celle-là vous agace, vous savez déjà que quelque chose ne va pas. Mais j'ai refoulé l'irritation. J'étais officier. Je savais comment compartimenter. J'ai attrapé mon sac à main, affiché un sourire poli sur mon visage et suivi Jean-Luc sur l'allée en béton fissuré vers la porte d'entrée. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait été pendant les 3 dernières décennies. Une maison en briques à niveau qui sentait toujours légèrement le polish pour meubles au citron, la dinde rôtie et les vieux tapis. Dès que Jean-Luc a poussé la porte d'entrée, un mur de chaleur et de bruit nous a frappés. Le football hurlait à la télévision dans le salon. Des petits enfants dévalaient le couloir, tenant des assiettes en carton. Quelqu'un criait à propos de petits pains brûlés depuis la cuisine. C'était chaotique, bruyant et entièrement normal. Pendant la première heure, tout s'est parfaitement bien passé. J'ai fait ce que je fais toujours lors de ces réunions de famille. J'ai traîné près de l'îlot de cuisine, coupé du céleri, distribué des boissons et dévié les bavardages habituels. Chaque fois que les gens apprennent que vous êtes dans la marine, ils reviennent automatiquement aux 3 mêmes questions. Vous êtes allé quelque part de sympa récemment? Vous allez être déployé à nouveau. Vous connaissez quelqu'un sur ce porte-avions qu'ils ont vu aux informations? Au fil des ans, j'avais perfectionné l'art de la non-réponse polie. Je souriais. Je leur donnais des réponses vagues et joyeuses, et je continuais à bouger. Je ne parlais jamais du travail réel. Ce n'est pas que mon travail était hautement classifié, bien qu'une partie le fût. C'était juste personnel. Les choses que j'avais vues, les choses que j'avais faites, les choses que mon corps avait endurées, elles n'avaient pas leur place dans une conversation à côté d'un bol de sauce au canneberge. Jean-Luc, quant à lui, était dans son élément. Il passait d'un groupe à l'autre, riant, tapant sur le dos de ses cousins, et évitant tout sujet qui frôlait la controverse. C'était le super pouvoir de Jean-Luc. Il pouvait naviguer dans une pièce pleine de personnalités conflictuelles et faire en sorte que tout le monde se sente écouté sans jamais prendre position ferme sur quoi que ce soit. J'aimais ça chez lui. Vraiment. Mais j'étais sur le point de découvrir à quel point ce genre de passivité extrême pouvait être dangereuse. Au moment où 18h sonna, l'odeur de la viande rôtie était écrasante et Martine, la tante de Jean-Luc,
a finalement frappé bruyamment dans ses mains et a annoncé que le dîner était prêt. Les adultes se sont serrés dans la salle à manger formelle, trouvant leur place autour d'une immense et lourde table en chêne qui avait vu des dizaines de ces fêtes. Les enfants ont été bannis aux tables pliantes dans le salon, une bénédiction pour quiconque voulait s'entendre penser. J'ai tiré une chaise près du milieu de la table, et juste au moment où je m'asseyais, j'ai réalisé avec un sentiment de malaise exactement en face de qui j'étais assise. David. David était le cousin de Jean-Luc. Il avait 31 ans, était lieutenant de la marine, et très probablement l'un des êtres humains les plus épuisants respirant actuellement sur la côte atlantique. David était intelligent, il était capable, et il était absolument convaincu qu'il était le plus grand cadeau que l'armée française ait jamais reçu. Chaque conversation avec lui se transformait d'une manière ou d'une autre en un monologue sur ses réalisations, ses idées de génie, sa trajectoire de carrière, et comment les supérieurs avaient enfin reconnu son potentiel. Si l'ego pouvait être militarisé, David aurait été classé comme une arme de destruction massive. À côté de David était assise sa mère, Martine, qui le regardait comme s'il était la seconde venue. Et à côté de Martine était assis Henri. Henri était le père de David, l'oncle de Jean-Luc, et un maître de la marine à la retraite. Henri avait 70 ans, était bâti comme un mur de briques, et avait des yeux qui ne manquaient absolument rien. Contrairement à son fils, Henri parlait rarement. Il n'avait pas besoin de le faire. C'était le genre d'homme qui pouvait glacer une pièce juste en s'éclaircissant la gorge. Pendant que David faisait la cour, se vantant bruyamment, Henri coupait tranquillement sa dinde, son expression complètement illisible. Jean-Luc a pris le siège juste à côté de moi, me tapant l'épaule de manière enjouée. Je lui ai souri en retour, espérant que ma crainte ne se voyait pas. Bref, David disait bruyamment, pointant sa fourchette vers tante Claire de l'autre côté de la table. Le commandant m'a personnellement contacté. Personnellement. Il a dit, David, nous avons besoin de quelqu'un pour animer ce prochain déjeuner de leadership à la base navale de Brest. Les jeunes officiers perdent leur concentration. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Je lui ai dit que j'étais débordé, évidemment, mais on ne peut pas vraiment dire non quand ils le disent comme ça. Oh, chérie, c'est tout simplement merveilleux. Martine a roucoulé en passant la purée de pommes de terre. Ils savent que tu es un cadre. J'ai toujours dit que tu serais amiral avant 50 ans. Et Claire a ajouté, tu dois être tellement occupé, David. C'est juste incroyable la quantité de responsabilités qu'il te donne. Eh bien, il s'agit de gestion d'image et de préparation opérationnelle, David a dit en douceur, prenant une gorgée de sa bière. Beaucoup de gens dans l'armée en ce moment ne comprennent pas la différence entre avoir l'air de faire le travail et réellement faire le travail. Je vais concentrer ma présentation sur la performance réelle versus la valeur perçue. J'ai mâché ma dinde tranquillement. J'ai gardé mes yeux sur mon assiette. Je ne voulais pas m'engager. Je savais que si je le regardais dans les yeux, si je lui donnais ne serait-ce qu'un pouce, il m'entraînerait là-dedans. Mais peu importait. Dans le monde de David, tout le monde n'était qu'un personnage secondaire de son film, et il avait besoin d'un accessoire. Nous étions environ à la moitié du repas quand tante Claire m'a regardé, essayant d'être polie. Comment ça va, Sandrine? Ils vous tiennent occupé à la base? Ça va, tante Claire, ai-je dit, offrant un sourire chaleureux. Occupé, mais ça va. Vous savez comment sont les fêtes. C'était tout. C'était tout ce qu'il fallait. Apparemment, mon existence était suffisante pour irriter David. Il s'est adossé à sa chaise, s'essuyant la bouche avec une serviette, et a souri d'un air suffisant. C'était un sourire particulier. Le genre porté par les hommes qui se croient les plus intelligents de la pièce. Toujours en train de faire semblant d'être stressé, Sandrine, a demandé David. La conversation autour de nous s'est légèrement atténuée. Quelques têtes se sont tournées. Je suis désolé, ai-je demandé, gardant ma voix parfaitement calme. Je dis juste David Harry, me faisant signe avec son couteau à beurre. Le public a cette image romancée de la vie militaire, surtout en ce qui concerne les femmes officiers. Tout le monde pense que ce sont des missions à enjeux élevés et du danger. J'ai bu une gorgée d'eau lentement. La glace a teinté contre le verre. Je pouvais sentir la température de la pièce changer. Y a-t-il une question là-dedans, David? Il a ri, regardant autour de la table pour rassembler un public. Je trouve juste ça toujours drôle. Vous obtenez tout ce respect. Les gens vous remercient pour votre service.
Mais soyons honnêtes ici. Quel est votre vrai travail ces jours-ci? Le même qu'avant, ai-je dit doucement. Le sourire de David s'est élargi. C'était prédateur. Laissez-moi deviner. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Vous êtes assise à un bureau. Vous classez des papiers. Vous souriez pour les brochures sur la diversité. Honnêtement, Sandrine, dans la marine, je parie que votre principal travail est juste d'être une secrétaire de bureau glorifiée. Quelques personnes au bout de la table ont effectivement ri. Ce n'était pas un rire bruyant, juste un petit rire nerveux et inconfortable de la part de parents qui ne voulaient pas faire de scène. Tante Claire a couvert sa bouche, ses yeux s'éloignant. Martine a juste souri fièrement à son fils, complètement inconsciente de l'insulte. Mon estomac s'est serré. Je l'ai regardé. Je n'étais pas furieuse. Pas encore. Surtout, j'étais juste incroyablement fatigué. J'avais entendu des variations de cette insulte toute ma carrière. C'était le coup le plus ancien et le moins cher du livre. La supposition que parce que j'étais une femme, mon grade m'avait été donné pour remplir un quota. Que mes années de service n'étaient que des tâches administratives. Que je n'étais rien d'autre qu'une secrétaire en uniforme. C'était complètement inoriginal. Avant que je puisse dire un mot, j'ai regardé Jean-Luc. J'ai regardé mon mari assis à quelques centimètres de moi. J'ai attendu qu'il parle. Je n'avais pas besoin qu'il crie. Je n'avais pas besoin qu'il renverse la table. J'avais juste besoin d'une phrase. Et, recule. Ou ne parle pas à ma femme comme ça. Juste une seule phrase pour montrer que nous étions une équipe. Jean-Luc regardait attentivement son petit pain à moitié mangé. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un mot. Il est resté complètement, absolument silencieux. Ce silence m'a frappé plus fort que l'insulte de David n'aurait jamais pu le faire. J'ai eu l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ma chaise. David a vu le silence de Jean-Luc et l'a pris pour un feu vert. Il a ouvert la bouche pour lancer une autre plaisanterie. Puis un son a traversé la pièce, un lourd cliquetis métallique. Henri avait posé sa fourchette en argent sur son assiette en céramique. Il l'a fait lentement, délibérément. Le bruit n'était pas fort, mais il a instantanément coupé le rire nerveux qui restait. La table est devenue mortellement silencieuse. Pas le genre de silence confortable, le genre de silence où l'on peut entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Henri n'a pas regardé son fils. Il n'a pas regardé sa femme. Il m'a regardé directement de l'autre côté de la table. Son visage était sculpté dans la pierre. Sandrine, a dit Henri. Sa voix était calme, profonde et portait une autorité absolue. Oui, monsieur, ai-je répondu automatiquement, ma posture se redressant. Quel est votre indicatif d'appel? David a immédiatement ricané, levant les yeux au ciel. Papa, allez. Elle n'a pas. Je lui ai demandé. Henri a claqué, sa voix claquant comme un fouet. La bouche de David s'est refermée. Henri a gardé ses yeux fixés sur les miens. Quel est-il? J'ai dégluti difficilement. Je détestais parler de ça. Je n'en parlais jamais, mais Henri était un maître d'état-major et il demandait. Alors j'ai répondu clairement, jukebox. La réaction a été instantanée, mais seulement de sa part. Les yeux d'Henri se sont écarquillés. Juste un peu, mais je l'ai vu. Il s'est adossé à sa chaise, me regardant comme s'il voyait un fantôme. Tu es jukebox. Tu es du bois, a-t-il demandé, sa voix perdant son tranchant d'acier pendant une seconde. J'ai hoché la tête une fois. Oui, monsieur. De l'autre côté de la table, David a froncé les sourcils, regardant entre nous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que jukebox? Personne ne lui a répondu. Henri a continué à me regarder, un profond mélange de choc et de respect traversant son visage. Puis, très lentement, il a tourné la tête pour regarder son fils. Le poids écrasant de la déception sur le visage d'Henri était dévastateur. C'était bien pire que s'il avait crié. David, a dit Henri doucement. Tu aurais dû arrêter de parler il y a exactement 5 minutes. La pièce s'est figée. David a lâché un rire faible et nerveux. Papa, de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? Henri a secoué lentement la tête,
regardant son fils avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu n'as absolument aucune idée. Le reste du dîner fut un cimetière. Les gens essayaient désespérément de changer de sujet, parlant de la météo, des prochains playoffs de football, de la consistance de la sauce. Rien n'a fonctionné. Le mal était fait. Et à travers tout ça, je ne pensais pas à David. Et je ne pensais pas à Henri. Je restais assise là, mangeant ma nourriture froide, hyper consciente de l'homme assis à côté de moi, le mari, qui avait regardé son cousin m'humilier, et avait choisi de regarder un petit pain à la place. Nous sommes partis 30 minutes plus tard. J'ai trouvé les excuses appropriées, remercié Martine pour le repas et suis sorti vers la voiture. Le soleil s'était complètement couché maintenant, et le quartier était plongé dans l'obscurité, à l'exception des lumières de Noël précoces qui clignotaient agressivement des maisons environnantes. Jean-Luc a déverrouillé la voiture. Nous sommes montés. Il a tourné la clé, et le chauffage a projeté de l'air froid sur nos visages avant de se réchauffer lentement. J'ai regardé droit devant à travers le pare-brise. Je ne l'ai pas regardé. Il a mis la voiture en marche et a quitté le trottoir. Le trajet de La Rochelle à notre maison de ville à Saint-Malo prend généralement environ 20 minutes. Ce soir, cela a semblé durer 20 ans. Le silence à l'intérieur de la voiture était suffocant. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le genre de calme lourd et pressurisé qui s'installe juste avant qu'une tempête n'éclate. Tout ce que j'entendais, c'était le ronronnement des pneus sur l'asphalte et le tic-tac rythmé du clignotant. Nous avons passé des bonshommes de neige gonflables lumineux sur les pelouses et des stations-service éclairées, mais je n'ai rien vu de tout ça. Mon cerveau était bloqué sur une boucle, rejouant le dîner. Le visage suffisant de David. Le rire nerveux de tante Claire. Et Jean-Luc, toujours Jean-Luc, fixant son assiette. Après 10 minutes, Jean-Luc a finalement soupiré, sa prise sur le volant s'est resserrée. David est un idiot, a-t-il dit au pare-brise. J'ai gardé mes yeux fixés sur les réverbères qui défilaient. D'accord, ai-je dit doucement. Je dis juste, a continué Jean-Luc, d'un ton défensif. C'est un idiot. Il faut toujours qu'il soit le centre d'attention. Tu sais comment il est. C'est tout ce que tu as, ai-je demandé, tournant légèrement la tête pour regarder son profil. C'est ton résumé de ce soir? La mâchoire de Jean-Luc s'est contractée. Que veux-tu que je dise, Sandrine? Je suis d'accord avec toi. C'est un imbécile. Je vois. J'ai hoché la tête lentement, me tournant vers la fenêtre. Un autre kilomètre a passé. Puis Jean-Luc a commis la pire erreur tactique possible. Il a essayé de rationaliser. Écoute, il plaisantait juste. C'est juste comme ça que David fonctionne. Il parle trop. Il essaie de provoquer les gens. Ce n'est pas personnel. J'ai tourné brusquement la tête pour lui faire face. Tu es sérieusement en train de le défendre là? Je ne le défends pas, Jean-Luc a élevé la voix, clairement frustré. Je dis juste que c'est comme ça que sa famille communique. Il se lance des piques. Tu ne peux pas prendre ça si au sérieux. J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour. Il m'a traité de secrétaire de bureau glorifié, Jean-Luc. Devant toute ta famille. Il a essentiellement dit, toute ma carrière, tout ce que j'ai construit est une blague. Et ta défense est qu'il est juste joueur. Ce n'est pas une défense, a marmonné Jean-Luc, s'arrêtant à un feu rouge. Alors c'était quoi, ai-je demandé, ma voix montant finalement. Qu'est-ce que c'était quand tu es resté assis là et que tu n'as absolument rien dit pendant qu'un autre homme humiliait ta femme? Jean-Luc a refusé de me regarder. Il a fixé le feu rouge comme s'il contenait les secrets de l'univers. L'horloge du tableau de bord affichait 20h41. C'était un vendredi soir tout à fait normal pour le reste du monde. Mais à l'intérieur de cette voiture, une fondation se fissurait. Je ne voulais pas empirer la Toussaint, a finalement dit Jean-Luc, sa voix tombant dans un murmure. Il était là. La vérité honnête enfin mise en lumière. Je l'ai regardé. Empirer pour qui? Jean-Luc a dégluti difficilement. Sandrine, s'il te plaît. Non, réponds à la question, Jean-Luc. Empirer pour qui? J'ai secoué la tête, lui répondant pour lui. Pas pour moi, car c'était déjà terrible pour moi. Tu ne voulais pas l'empirer pour toi. Tu ne voulais pas l'inconfort d'avoir à dire à ton cousin de se taire.
Tu as protégé ta propre paix, et tu m'as jeté sous le bus pour le faire. Le feu est passé au vert. Jean-Luc a appuyé sur l'accélérateur. Il n'a pas dit un autre mot pendant le reste du trajet. Il ne le pouvait pas parce que nous savions tous les deux que j'avais raison. Quand vous évitez les conflits pour maintenir la paix, vous ne maintenez la paix que pour vous-même. Vous ne faites que transférer la douleur à la personne qui se trouve à côté de vous. Et ce soir, c'était moi qui payais l'addition. Nous sommes rentrés à notre maison de ville vers 21h15. Je suis allé directement dans la cuisine, j'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai commencé à essuyer l'îlot en granit immaculé avec une éponge. Je n'avais pas besoin de le nettoyer, mais j'avais besoin de bouger mes mains. Jean-Luc est resté dans l'embrasure de la porte pendant quelques minutes, se balançant d'un pied sur l'autre. Il a essayé de s'excuser à nouveau, marmonnant quelque chose à propos d'être désolé, mais cela semblait creux. Cela ressemblait à un homme essayant de mettre un pansement sur une blessure par balle. Je lui ai dit que j'étais fatigué et je suis monté à l'étage. Jean-Luc s'est endormi presque instantanément. Je me suis allongé raidement à côté de lui, fixant le plafond, le ventilateur tournant en cercle lent et hypnotique. Des ombres du réverbère extérieur rampaient sur le mur de la chambre. Il est dangereux d'être éveillé après minuit quand on souffre déjà. C'est à ce moment-là que votre cerveau décide d'ouvrir le classeur de chaque insécurité, de chaque traumatisme et de chaque grief que vous avez jamais collecté. À 2h30 du matin, j'ai abandonné. J'ai jeté la couverture, suis descendu dans l'obscurité et j'ai fait une cafetière dont je n'avais absolument pas besoin. Je me suis assise à la petite table de la cuisine, enveloppée dans un gros pull, mes deux mains autour de la tasse en céramique chaude. La maison était complètement silencieuse. Le seul son était le léger ronronnement du réfrigérateur. Dans le silence, les mots de David sont revenus en écho. Secrétaire de bureau glorifié. J'ai bu une lente gorgée de café amer et je me suis laissé réfléchir aux choses que je passais la plupart de mes journées à essayer d'ignorer. J'ai pensé à la réalité physique de ma carrière, aux choses qu'ils ne vous montrent pas dans les affiches de recrutement glacé. J'ai pensé à la première fois que mon hélicoptère a essuyé des tirs au sol, au craquement terrifiant et assourdissant du métal se déchirant. J'ai pensé aux chirurgies, à la physiothérapie exténuante juste pour marcher normalement à nouveau. La lombalgie chronique qui se manifestait chaque matin, un rappel constant du port d'un équipement tactique lourd pendant 16 heures par jour. J'ai pensé à l'épuisement si profond qu'il semblait être tissé dans mon ADN. Je n'avais plus 25 ans. J'avais presque 40 ans. Et mon corps portait la carte de mon service. J'avais saigné. J'avais des os brisés. Et j'avais perdu des gens qui me tenaient à cœur. Et pourtant, rien de tout cela ne semblait importer car pour des hommes comme David et apparemment pour la moitié des personnes à cette table de dîner, je n'étais qu'une femme en uniforme. Pour eux, ma présence dans l'armée était une déclaration politique, un recrutement pour la diversité, une formalité administrative. Ils regardaient mon grade et supposaient que quelqu'un me l'avait donné parce que cela rendait bien sur une brochure. Vous passez 15 ans à faire vos preuves, à travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié du crédit. Et un jeune homme suffisant de 31 ans peut réduire tout le travail de votre vie à une plaisanterie sur de la purée de pommes de terre. Ce qui faisait le plus mal, assise là dans l'obscurité à 2h30 du matin, c'était la pensée rampante et venimeuse que peut-être Jean-Luc était secrètement d'accord avec eux. Je savais que c'était une pensée irrationnelle née de la colère et de l'épuisement, mais elle était là, rongeant les bords de mon esprit. S'il respectait ce que je faisais, s'il comprenait vraiment le poids de cela, comment pouvait-il rester assis en silence ? Je suis allé dans la salle de bain du bas et j'ai allumé la lumière crue du plafond. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais l'air pâle. Il y avait des cernes sous mes yeux. J'avais l'air plus vieille que je ne me sentais. J'ai saisi les bords de l'évier, me penchant plus près du verre. J'étais furieuse. Mais pour la première fois depuis le dîner, la colère a cessé d'être une émotion chaotique et désordonnée. Elle a commencé à se cristalliser. Elle est devenue froide, tranchante et très concentrée. Je n'allais pas laisser tomber. Je n'allais pas jouer la bonne épouse tranquille qui avalait une insulte pour garder les fêtes agréables. J'avais passé toute une vie à me battre pour ma place dans le monde, et j'en avais absolument fini de laisser quiconque me faire sentir petite dans ma propre famille. J'ai finalement réussi à dormir peut-être 2 heures sur le canapé du bas. Quand je me suis réveillé, le ciel était d'un gris terne et délavé. Je sentais le bacon frire dans la cuisine.
C'était le signe universel de Jean-Luc pour « j'ai fait une erreur, et je ne sais pas comment la réparer avec des mots ». Je suis entré dans la cuisine, serrant mon peignoir autour de ma taille. Jean-Luc était debout devant la cuisinière, retournant le bacon avec sa spatule. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux hésitants. « Bonjour » a-t-il dit doucement. « Bonjour » ai-je répondu, m'asseyant sur l'un des tabourets de bar. Il a fait glisser une assiette d'œufs et de bacon sur le comptoir vers moi, ainsi qu'une tasse de café frais. Il n'a rien dit, et moi non plus. La tension dans la cuisine était si épaisse qu'on pouvait l'étouffer. Juste au moment où je prenais ma fourchette, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était une notification du groupe de discussion familiale. Le téléphone de Jean-Luc a vibré simultanément. Nous avons tous les deux regardé. Le message venait de Martine, la mère de David. « J'espère que tout le monde a passé une bonne Toussaint. La nourriture était excellente. Je veux juste dire, rappelons-nous tous que David ne faisait que taquiner hier soir. Il a un sens de l'humour vif. Nous aimons toutes nos filles militaires. Passez un bon week-end. » J'ai fixé l'écran lumineux. Fille militaire. J'avais 39 ans. J'étais lieutenant-commandant. J'avais des milliers d'heures de vol et j'avais commandé des unités dans des zones de combat actives. Et pour cette famille, j'étais une fille militaire qui avait juste besoin d'apprendre à prendre une blague. J'ai laissé échapper un court rire essoufflé et j'ai verrouillé mon téléphone, le jetant de nouveau sur le comptoir. Jean-Luc a lu le message sur son téléphone, a fermé les yeux et s'est pincé l'arête du nez. Il avait l'air misérable. Tant mieux. Il le devrait. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai pris, m'attendant à un autre message de tante Claire d'accord avec Martine. Mais ce n'était pas le groupe de discussion. C'était un message privé d'Henri. Je l'ai ouvert. Il faisait exactement 3 lignes. Je vous dois des excuses profondes. Mon fils aussi. Êtes-vous libre pour le petit déjeuner mardi? J'ai lu le message 2 fois. J'ai senti un changement soudain et étrange dans ma poitrine. Au milieu de la foule de complices, quelqu'un avait enfin vu la réalité de ce qui s'était passé. Henri n'essayait pas d'arranger les choses. Il ne cherchait pas d'excuses. C'était un commandant reconnaissant un échec dans ses rangs, même si cet échec était son propre fils. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse en un mot. Oui. J'ai mis le téléphone dans ma poche, j'ai pris mon café et j'ai regardé Jean-Luc. Il me regardait attentivement. « Qui c'était » a-t-il demandé. « Ton oncle » ai-je dit calmement. « Nous prenons le petit déjeuner mardi. » Jean-Luc a eu l'air surpris, puis profondément inquiet. « Henri, pourquoi ?»« Je suppose que nous le découvrirons » ai-je dit, prenant une bouchée de mes œufs. Je n'ai pas offert plus d'informations, et Jean-Luc n'a pas eu le courage de demander. Pendant le reste du week-end, nous avons vécu dans un état de distance polie et glaciale. Nous avons fait la lessive. Nous avons regardé la télévision. Nous sommes allés à l'épicerie. Mais nous fonctionnions fondamentalement sur 2 planètes entièrement différentes. Il attendait que je m'en remette. J'attendais mardi. Le mardi matin, la pluie est revenue à Nice. C'était une bruine constante et implacable qui rendait la route glissante et le ciel de la couleur du béton mouillé. Je suis allé dans un restaurant classique à quelques kilomètres de la base. Ce n'était pas un endroit branché pour le brunch. C'était un endroit à l'ancienne avec des banquettes en vinyle craquelé où le café est servi dans de lourdes tasses blanches et où la serveuse appelle tout le monde chéri. Je me suis garé sur le parking à 8h30 exactement. Le camion vert foncé impeccable d'Henri était déjà garé près de l'entrée. Bien sûr que oui. Cet homme n'avait probablement jamais été en retard à un seul rendez-vous de toute sa vie de 70 ans. Je suis entré, secouant l'eau de mon parapluie. Le restaurant sentait le hachis parmentier frit et le vieux café. J'ai tout de suite repéré Henri. Il était assis dans une banquette d'angle près de la fenêtre, une tasse de café noir devant lui, lisant un journal. Quand il m'a vu approcher, il a fait quelque chose qui m'a sincèrement choqué. Il s'est levé. Un ancien maître de la marine à la retraite ne se lève pas pour n'importe qui. C'est un signe de respect profondément ancré. « Bonjour, Sandrine » a-t-il dit, sa voix grave. « Bonjour, monsieur » ai-je répondu, me glissant dans la banquette en face de lui.
Il a attendu que je sois assise avant de se rasseoir. Une serveuse est apparue instantanément, m'a versé une tasse de café sans demander, et a disparu tout aussi rapidement. Pendant une longue minute, aucun de nous n'a parlé. Henri a soigneusement plié son journal et l'a mis de côté. Il a regardé par la fenêtre striée de pluie, puis a ramené son regard perçant sur moi. « Je suis désolé, » a dit Henri. Pas de préambule, pas d'excuses, juste la vérité brute et sans fioriture. « Merci, » ai-je dit doucement. « J'aurais dû faire taire David il y a longtemps, » a-t-il poursuivi, enroulant ses grandes mains autour de sa tasse de café. Bien avant la Toussaint. J'ai froncé les sourcils, traçant le rebord de ma tasse. Que entendez-vous par là? A-t-il déjà dit des choses comme ça? Henri a laissé échapper un soupir lourd et fatigué. C'était le regard d'un père qui aime son fils, mais qui en est complètement épuisé. David a toujours eu du mal à faire la distinction entre la confiance et l'arrogance. Il est intelligent. Il est capable, mais il croit à sa propre hype. Et dernièrement, il vous a utilisé comme une échelle pour se faire paraître plus grand. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. M'a utilisé? Henri a hoché la tête sombrement. Au cours des 2 dernières années, Sandrine, à chaque réunion de famille que toi et Jean-Luc avez manqué, à chaque fête, David faisait ses petits commentaires. Rien d'ouvertement hostile, juste des pics subtils. Il disait aux gens que tu avais de la chance, que tu n'avais probablement pas vu de cockpit depuis des années, que la marine te gardait parce que tu avais l'air bien en uniforme et que cela aidait au quota de diversité. Il a brossé ce portrait de toi comme une secrétaire glorifiée qui se vante beaucoup mais ne fait absolument rien. Je suis resté parfaitement immobile. Le restaurant autour de nous s'est estompé. Le cliquetis des assiettes, le bavardage des autres clients, la pluie sur la vitre, tout est devenu un bruit de fond. L'insulte au dîner n'était pas un incident isolé. C'était le point culminant d'une campagne de diffamation de 2 ans. Il avait lentement empoisonné la perception de ma famille à mon égard, et Jean-Luc avait été soit trop aveugle pour le voir, soit trop lâche pour l'arrêter. Les gens l'ont-ils cru, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Henri a hésité. Et cette hésitation a été toute la réponse dont j'avais besoin. Certains l'ont fait, a admis Henri doucement. Les gens qui ne connaissent rien à l'armée ont tendance à croire la personne qui parle le plus fort. Je l'ai ignoré au début. Je pensais que c'était juste une jalousie enfantine, mais à la Toussaint, quand il l'a fait devant toi, j'ai réalisé que j'avais laissé brûler un feu que j'aurais dû éteindre. J'ai fermé les yeux un instant, luttant contre une soudaine nausée. C'était une chose d'être insulté par un inconnu. C'en était une toute autre de réaliser que la famille que vous aviez épousée et qui avait secrètement disséqué votre valeur derrière votre dos. J'apprécie que vous me disiez ça, monsieur, ai-je dit, ouvrant les yeux. Ils étaient froids maintenant. Mais pourquoi m'avoir demandé mon indicatif d'appel? Pourquoi cela l'a-t-il arrêté? Le visage d'Henri a changé. Le regret s'est transformé en quelque chose qui ressemblait à un profond respect. J'ai demandé parce que j'ai reconnu votre nom, Sandrine. Je n'ai simplement pas fait le lien avant qu'il ne vous pousse. Vous connaissez le capitaine Dubois, n'est-ce pas? Mon souffle s'est coupé. De tous les noms que je m'attendais à ce qu'il lâche, ce n'était pas l'un d'eux. Je le connais, ai-je dit prudemment. Henri a souri, un petit sourire triste. Ne soyez pas modeste avec moi, commandant. Vous lui avez sauvé la vie et celle de 6 autres hommes. J'étais stationné au commandement central lorsque le rapport après action est arrivé par câble. Jukebox. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait l'impossible, a corrigé Henri fermement. Mon point est que David ne sait absolument rien de qui vous êtes vraiment. Il pense qu'il sait tout, mais il marche aveuglément dans un champ de mine. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Je me suis préparé. Quoi d'autre? Henri s'est penché en avant, sa voix baissant d'un octave. Vous savez qu'il parle au déjeuner de leadership conjoint de la semaine prochaine à la base navale de Brest, n'est-ce pas? Il l'a mentionné. Le capitaine Dubois est l'invité d'honneur de ce déjeuner, Sandrine. Henri a croisé mon regard et j'ai le fort sentiment que mon fils est sur le point de commettre une erreur catastrophique sur une scène très publique. Je vous le dis parce que lorsque les conséquences se produiront, je veux que vous sachiez que vous avez tout mon soutien. Faites ce que vous avez à faire. J'ai quitté le restaurant avec l'impression d'avoir avalé une pierre. La pluie s'était intensifiée,
tambourinant un rythme incessant sur le toit de ma voiture alors que je naviguais sur les routes glissantes vers la base navale de Brest. Les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière, mais ma vision était entièrement tournée vers l'intérieur. J'essayais de digérer l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas juste un commentaire stupide lors d'un dîner de fête. C'était 2 années entières de sabotage délibéré et calculé. David avait activement réécrit mon histoire, démolissant ma réputation brique par brique devant un public de personnes que je devais appeler ma famille. J'ai garé ma voiture sur le vaste parking gris près de l'aile administrative de la base. L'air salin venant de l'eau était épais et lourd. J'ai traversé les points de contrôle de sécurité en mode pilote automatique, échangeant de brefs hochements de tête avec le personnel de service. Le bâtiment était un labyrinthe de lumières fluorescentes, de sol en linoléum éraflé et du ronronnement constant de la bureaucratie militaire. Je cherchais Claire. Claire était une autre lieutenant-commandant, un génie de la logistique, et l'une des rares personnes sur cette base qui pouvait lire mon humeur avant même que je n'entre dans la pièce. Nous avions partagé des déploiements, du café horrible et l'épuisement unique de naviguer dans une hiérarchie dominée par les hommes. Si j'avais besoin d'une honnêteté brute et d'une discrétion absolue, Claire était la seule porte à laquelle je frappais. Je l'ai trouvée dans son bureau, ensevelie sous une pile de dossiers de réquisition. Elle a levé les yeux, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a immédiatement laissé tomber son stylo. « Qui est mort et qui dois-je enterrer ?» a-t-elle demandé d'un ton complètement impassible. J'ai fermé la porte derrière moi, m'assurant qu'elle se fermait. « J'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi. Le prochain déjeuner de leadership conjoint de la semaine prochaine. Celui avec les jeunes officiers. » Claire s'est penchée en arrière sur sa chaise, plissant ses yeux foncés. « Je le sais. Je m'occupe d'une partie de la planification des conférenciers invités. » Pourquoi ? Tu te portes enfin volontaire pour parler ? Parce qu'il te supplie depuis 1 an. Non, ai-je dit, m'appuyant sur le bord de son bureau métallique. Le cousin de mon mari parle. Le lieutenant David, j'ai besoin de savoir de quoi il va parler dans sa présentation. L'expression de Claire est passée de la curiosité à une préoccupation professionnelle. Elle a fait pivoter sa chaise vers ses 2 écrans, ses doigts volant sur le clavier. David, j'ai vu son nom sur la liste. Il a soumis ses brouillons de diapositives pour examen il y a 48 heures. Pourquoi le regardons-nous, Sandrine ? Parce que j'ai pris une lente inspiration. J'ai des raisons de croire qu'il m'utilise comme étude de cas pour tout ce qui ne va pas avec la marine moderne. Claire a arrêté de taper. Elle m'a regardé complètement silencieuse avant de se retourner vers l'écran. Elle a cliqué sur quelques dossiers, contournant les invites de sécurité avec une facilité pratiquée. D'accord. J'ouvre son projet de présentation maintenant. Le titre est « Le leadership dans une flotte en mutation ». Blabla. Mots-clés standards. Passage à la section du milieu. Elle a arrêté de faire défiler. Le silence dans le bureau est soudainement devenu incroyablement lourd. Claire a laissé échapper un souffle bas et aigu. Sandrine, a-t-elle dit doucement. Viens voir ça. J'ai contourné le bureau et j'ai regardé l'écran. Là, sur la diapositive numéro 14, se trouvait une photographie. Elle était légèrement floue, clairement prise avec un appareil photo de téléphone à distance, mais il n'y avait absolument aucun doute sur qui c'était. C'était moi. La photo avait été prise lors d'un barbecue familial il y a 1 an. J'étais assise à une table de pique-nique, portant mon uniforme parce que j'étais passé directement après mon service à la base, et j'étais penché sur un presse-papier, remplissant des formulaires administratifs mondains. J'avais l'air fatigué, désengagé, et entouré de papier. Mais c'est la légende sous la photo qui m'a glacé le sang. Imprimé en lettres grasses et agressives, il y avait les mots « administratif contraction ». Quand la paperasserie devance la vraie expérience. En dessous, une liste à puces décrivait les dangers des secrétaires de bureau glorifiés occupant des postes de haut rang sans avoir la ténacité tactique pour étayer leur autorité. C'était une diffamation directe et indéniable. Il ne parlait plus seulement derrière mon dos. Il utilisait mon image volée pour faire avancer sa propre carrière sur une scène militaire. Je vais le liquider, a murmuré Claire, sa voix venimeuse. Elle a tendu la main vers le téléphone. J'appelle le comité d'éthique tout de suite. C'est une violation énorme. Utiliser l'image d'un officier sans son consentement pour dénigrer sa valeur de commandement, il perdra sa commission. Arrête, ai-je dit, posant ma main sur la sienne. Sandrine,
tu es folle? Regarde ça, a-t-elle gesticulé sauvagement vers l'écran. Je le vois, ai-je dit, ma voix étrangement calme. La colère chaude et chaotique de la Toussaint avait complètement disparu, remplacée par une clarté arctique. Ce n'était plus une querelle familiale. C'était une diffamation professionnelle. Si nous le signalons maintenant, ils lui feront simplement retirer la diapositive en silence. Il s'en tirera avec une tape sur les doigts. Il dira à la famille que j'ai surréagi et que j'ai essayé de ruiner sa carrière parce que je ne supporte pas la critique. Non. Claire m'a regardé. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le laisser la présenter, ai-je dit, fixant mon propre visage flou sur le moniteur. Je vais le laisser se tenir devant une salle entière d'officiers supérieurs, et je vais le laisser creuser sa propre tombe. Je suis rentré ce soir-là avec l'impression d'être un ressort tendu. La maison était calme quand je suis entré. Jean-Luc était assis dans le salon, corrigeant des copies d'histoire avec un stylo rouge. Il a levé les yeux, offrant un sourire timide et plein d'espoir, priant clairement que la tempête soit passée et que nous puissions reprendre notre routine normale et confortable. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai jeté mon téléphone juste au-dessus de sa grille de notation. Regarde ça, ai-je dit. Jean-Luc a froncé les sourcils, posant son stylo. Il a pris le téléphone. Sur l'écran se trouvait une photo nette que j'avais prise du moniteur de Claire. J'ai regardé les yeux de Jean-Luc parcourir l'image. Je l'ai regardé lire la légende. Je l'ai regardé traiter les puces. Toutes les couleurs ont fui son visage. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Il a fixé l'écran pendant 60 secondes complètes avant de finalement laisser échapper un son creux et unique. Oh. C'était un si petit mot, juste une syllabe. Mais dans cette seule syllabe, j'ai entendu l'effondrement complet de toutes les excuses qu'il avait jamais faites pour son cousin. L'illusion que David n'était qu'un bavard inoffensif qui aimait plaisanter était morte sur la table. Ce n'était pas une blague. C'était une embuscade. Il présente ça à un déjeuner de leadership la semaine prochaine, ai-je dit, ma voix complètement dénuée d'émotion. À une salle pleine d'officiers en service actif et de contractuels civils. Il a pris une photo de moi chez ta mère et il l'utilise pour me traiter de fraude. Jean-Luc a passé brutalement une main sur son visage, l'air physiquement malade. Sandrine, je ne savais pas. Je te jure, je n'avais aucune idée qu'il ferait jamais quelque chose comme ça. C'est complètement fou. Je sais que tu ne savais pas, ai-je répondu froidement. Parce que tu n'as jamais voulu savoir. Tu voulais garder la paix. Tu voulais prétendre que les choses qu'il disait sur moi étaient inoffensives. Eh bien, c'est le résultat de ta paix, Jean-Luc. Il s'est levé, arpentant la longueur du salon, ses mains passant dans ses cheveux. Pour la première fois depuis la Toussaint, j'ai enfin vu une véritable colère protectrice chez mon mari. Pas l'agacement léger d'un inconvénient, mais une vraie fureur. Je l'appelle tout de suite. Jean-Luc a attrapé son téléphone dans sa poche. Je vais lui arracher la tête. Il retire ça immédiatement. Non, ai-je ordonné, m'interposant devant lui. Sandrine, tu es folle? Tu ne peux pas le laisser montrer ça. Pose ce téléphone, Jean-Luc, ai-je dit, mon ton ne laissant absolument aucune place au débat. Tu as eu ta chance de parler à la Toussaint, et tu as choisi de regarder ton petit pain. Tu n'as pas le droit de débarquer et de jouer les héros maintenant que le mal est déjà fait. Je m'en occupe à ma manière. Jean-Luc s'est arrêté, ses épaules s'affaissant. La culpabilité dans ses yeux était lourde et profonde. Il a réalisé le coup de son silence et il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en sortir avec un appel téléphonique tardif. « Quelle est ta manière ?» a-t-il demandé doucement. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était clair. Je l'ai pris et j'ai mis le haut-parleur pour que Jean-Luc puisse entendre. « Parle-moi, ai-je dit. » Eh bien, l'intrigue s'épaissit. La voix de Claire était nette et professionnelle. J'ai fait remonter le problème au coordinateur de l'événement de manière anonyme. J'ai signalé la diapositive pour une image non autorisée de personnel de la base. Le coordinateur a envoyé un email à David lui conseillant de retirer la diapositive 14 ou de remplacer l'image par une photo de stock. Jean-Luc a eu l'air soulagé. Dieu merci. Attends, a continué Claire. David a répondu au coordinateur il y a 30 minutes. Il a refusé. Jean-Luc a fixé le téléphone. Il quoi?
Il a refusé, a répété Claire. Il a cité la liberté académique et a déclaré que l'image est essentielle à sa perspective de leadership sur la surcharge administrative. Il a affirmé que le sujet est inidentifiable, donc il n'a pas besoin de consentement. Il redouble d'efforts, Sandrine. Il pense vraiment qu'il est intouchable. J'ai senti un sourire froid s'étirer sur mon visage. C'était le sourire d'un prédateur regardant le piège se refermer. L'arrogance est une chose dangereuse, mais l'arrogance absolue et incontrôlée est une maladie terminale. David avait eu un pont d'or pour s'éloigner de son erreur, et il avait choisi de le brûler. Merci, Claire, ai-je dit. Laisse tomber. Laisse-le garder la diapositive. Tu es le chef, a-t-elle dit en raccrochant. J'ai regardé Jean-Luc. Il me regardait, terrifié par le regard dans mes yeux. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé à nouveau, sa voix tremblant légèrement. Je vais assister à un déjeuner, ai-je dit. Et je te suggère fortement de venir avec moi. Le matin du déjeuner arriva enveloppé d'un brouillard côtier dense et suffocant. La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours, laissant le monde extérieur apparaître meurtri et gris. Je me suis réveillé bien avant que mon réveil ne sonne. Je suis resté allongé dans l'obscurité, écoutant le tambourinement rythmique de l'eau contre la fenêtre de la chambre. Je me sentais remarquablement calme. C'était le genre de calme particulier qui s'installe juste avant de sauter d'un avion. La peur est partie. Il ne reste que l'exécution de la mission. Je suis sorti du lit et je me suis habillé avec mon uniforme de service. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps pour m'assurer que chaque pli était parfaitement net, chaque ruban parfaitement aligné. J'ai épinglé mon insigne de grade à mon col. Je me suis regardé dans le miroir, roulant mes épaules en arrière. La femme qui me regardait n'était pas une victime. Elle n'était pas une secrétaire glorifiée. C'était une officier qui avait gagné chaque fil du tissu qu'elle portait. Jean-Luc attendait en bas. Il portait un costume sombre, sa cravate parfaitement nouée. Il avait l'air épuisé. Il n'avait pas bien dormi depuis que je lui avais montré la photographie. Il m'a ouvert la porte d'entrée, et nous sommes sortis sous la pluie. Le trajet jusqu'à la base navale fut silencieux. Ce n'était pas le silence amer et toxique du trajet de la Toussaint, mais un silence tendu et anticipatoire. Jean-Luc gardait ses mains fermement serrées sur le volant à 10 et 2. Il voulait dire quelque chose, je pouvais le dire, mais il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Le temps des mots était passé. Nous sommes arrivés à la base et avons passé la sécurité. L'événement se tenait dans l'un des grands bâtiments d'auditorium près du front de mer. Quand nous sommes entrés dans le grand foyer, l'endroit était déjà bondé. L'air vibrait du murmure bas de centaines de conversations, du tintement des tasses de café et du bruissement des programmes. Il y avait des jeunes officiers, des hauts gradés, des contractuels civils et des leaders communautaires. C'était un public massif. J'ai scanné la pièce pendant que Jean-Luc donnait mon manteau au vestiaire. Presque immédiatement, je l'ai repéré. Henri était assis au 3e rang, juste dans l'allée. Il était vêtu d'un costume élégant, tenant un programme dans ses mains massives. Il avait l'air complètement inébranlable, comme une montagne attendant une tempête. Quand il m'a vu marcher dans l'allée, il a fait un signe de tête unique, presque imperceptible. J'ai hoché la tête en retour. Pas de sourire, pas de bavardage. Jean-Luc et moi avons trouvé 2 sièges près du milieu de la pièce, assez loin pour observer toute la scène, mais assez près pour être clairement vu. Je me suis assise et j'ai croisé les chevilles, posant mes mains sur mes genoux. Quelques instants plus tard, j'ai vu David. Il se tenait près du devant de la scène, tenant une tasse d'eau, riant bruyamment avec un groupe d'officiers subalternes. Il avait l'air complètement détendu, totalement dans son élément. Il portait sa tenue de service, ses cheveux parfaitement coiffés, sa poitrine bombée d'une fierté indéniable. Il se prélassait sous les projecteurs, s'imprégnant de l'admiration des jeunes officiers. Il ressemblait à un homme qui croyait que le monde lui appartenait. Il ne m'a pas vu assise dans le public. Regarde-le, a murmuré Jean-Luc à côté de moi, sa voix serrée par la colère. Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Non, ai-je répondu calmement, mes yeux fixés sur David. Il sait exactement ce qu'il fait. Il n'a juste aucune idée à qui il le fait. Les lumières de l'auditorium ont baissé. Le murmure de la foule s'est estompé dans un silence respectueux. Un commandant supérieur s'est avancé vers le pupitre,
a tapoté le microphone et a souhaité la bienvenue à tous au déjeuner de leadership conjoint. Il a parlé pendant environ 5 minutes, soulignant l'importance d'adapter les styles de leadership aux défis modernes. Puis il a présenté le premier orateur. Veuillez accueillir sur scène le lieutenant David pour discuter de l'intersection critique de la préparation opérationnelle et de la concentration administrative. Le public a applaudi poliment. David a pratiquement monté les marches de la scène. Il a ajusté le microphone, a adressé au public un sourire gagnant et charismatique, et a cliqué sur la télécommande dans sa main. Le gigantesque écran de projection derrière lui s'est illuminé avec sa diapositive de titre. J'ai pris une lente et profonde inspiration. L'attente était terminée. À son crédit, David était un très bon orateur public. Il avait du rythme, il avait de l'assurance, et il savait comment capter l'attention d'une salle. Pendant les 10 premières minutes, il a arpenté la scène sans effort, développant ses points sur la communication simplifiée et la nécessité de l'expérience de première ligne. Le public acquiesçait. Même quelques-uns des officiers supérieurs semblaient impressionnés. Jean-Luc s'est agité inconfortablement sur le siège à côté de moi, son genou rebondissant d'énergie nerveuse. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai observé le visage de David, attendant le virage inévitable. Mais nous faisons face à un problème croissant, a dit David, sa voix prenant un ton plus sérieux et inquiet. Il a cessé de faire les 100 pas et s'est tenu au centre de la scène. Alors que notre infrastructure se développe, nous constatons un changement dangereux dans la façon dont nous valorisons le leadership. Nous commençons à récompenser la visibilité plutôt que la capacité. Il a cliqué sur la télécommande dans sa main. L'écran derrière lui a flashé. La diapositive est apparue. Elle était là, projetée de 3 mètres de haut pour que tout l'auditorium puisse la voir. La photographie floue de moi assise à la table de pique-nique, enfouie dans la paperasse, portant mon uniforme. Et juste en dessous, la légende audacieuse et accablante, administrative contraction. Quand la paperasserie devance la vraie expérience. Un faible murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas de l'indignation, juste le son de quelques centaines de personnes qui changeaient leur attention pour traiter l'image. Nous avons des officiers, a poursuivi David, pointant vaguement l'écran derrière lui, qui ont maîtrisé l'art d'avoir l'air de faire le travail. Ils remplissent des postes administratifs, ils cochent des cases, ils posent pour les brochures sur la diversité, mais ils n'ont pas la ténacité tactique nécessaire pour mener des marins au combat réel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des secrétaires de bureau glorifiés se faisant passer pour des leaders de combat. Il a souri, regardant le public, s'attendant à des hochements de tête d'approbation. J'ai décroisé mes chevilles. J'ai posé mes mains sur les accoudoirs de ma chaise et je me suis levé. Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levé, sortant de la mer de personnes assises, me tenant parfaitement droite dans mon uniforme. Dans une salle de 400 personnes assises, une personne debout attire immédiatement le regard. Les personnes assises à côté de moi ont tourné la tête. Les personnes derrière moi se sont déplacées. En 5 secondes, la distraction a voyagé jusqu'au premier rang et finalement jusqu'à la scène. Les yeux de David ont balayé la foule et se sont posés sur moi. Son sourire charismatique a faibli. Pendant une fraction de seconde, il a complètement disparu, remplacé par un éclair de pure panique. Mais il était sur scène. Il avait un microphone. Il a essayé de se reprendre, affichant un sourire faible et confus sur son visage. Oui. Avons-nous une question du public, a demandé David, sa voix sonnant soudainement beaucoup plus mince à travers les haut-parleurs. Je n'avais pas besoin de microphone. Des années à commander des unités sur des ponts d'envol chaotiques m'avaient donné une voix qui pouvait traverser le béton. Lieutenant, ai-je dit. Le seul mot a tranché le silence mort de l'auditorium. Qui vous a donné la permission d'utiliser cette image? La foule s'est figée. Personne n'a bougé. La tension dans la pièce a monté si fort qu'elle a semblé être un poids physique pressant sur le sol. David a serré les bords du pupitre, ses jointures devenant blanches. Il a essayé de maintenir sa façade professionnelle. Madame, comme je l'ai indiqué dans les notes de présentation, c'est une aide visuelle anonymisée pour représenter un problème conceptuel concernant. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, lieutenant. Je l'ai interrompu, ma voix résonnant sur les hauts plafonds. Je n'ai pas élevé ma voix. Je l'ai abaissée à une autorité de commandement absolue. J'ai demandé,
qui vous a donné la permission de projeter une photographie non autorisée d'un officier supérieur pour dénigrer sa carrière? Une inspiration collective a résonné dans la pièce. Les gens se tendaient le cou, regardant entre moi et la scène. David a dégluti difficilement. Il a regardé vers les coulisses de la scène, espérant que le coordinateur de l'événement le sauverait. Personne n'a bougé. Il m'a regardé à nouveau, sa confiance complètement brisée. L'individu sur la photo n'est pas identifiable. C'est simplement un exemple d'encombrement administratif versus une réelle expérience opérationnelle. J'ai fait un pas dans l'allée. Avez-vous vérifié l'expérience opérationnelle de l'officier sur cette photographie avant de l'étiqueter comme secrétaire de bureau? David transpirait maintenant. Je pouvais voir la brillance sous les lumières de la scène. C'est un exemple général. L'avez-vous vérifié, ai-je exigé, le commandement claquant comme le tonnerre. David a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il était complètement piégé. Il ne pouvait pas dire oui parce qu'alors il mentirait à une salle pleine d'officiers. Il ne pouvait pas dire non parce que cela prouvait mon point. Le silence s'est étiré, épais et agonisant. David se noyait devant 400 personnes. Puis une voix a parlé depuis le tout premier rang. C'est une question très pertinente. Toutes les têtes dans la pièce, y compris la mienne, se sont tournées vers le premier rang. Un homme âgé se levait lentement. Il s'appuyait lourdement sur une canne en bois, ses mouvements délibérés et douloureux, mais sa posture était incroyablement droite. Il portait un costume sombre avec une épinglette de revers en métal miniature. C'était le capitaine Dubois. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Le capitaine Dubois était une légende dans la communauté navale de la côte atlantique. C'était le genre d'homme dont la réputation entrait dans une pièce 10 minutes avant lui. Dubois s'est tenu entièrement droit, appuyé sur sa canne, et s'est légèrement tourné de manière à pouvoir regarder David sur scène, puis revenir à moi dans l'allée. Son expression était complètement illisible, un masque de peau patinée et d'yeux durs. « Lieutenant » a dit le capitaine Dubois, sa voix rauque, mais portant un poids immense. « Savez-vous qui est réellement l'officier sur votre photographie » David avait l'air de vouloir physiquement s'effondrer. Ses yeux voltigeaient frénétiquement. « Non, monsieur. Comme je l'ai dit, elle a été tirée d'un album de médias sociaux non classifiés. Elle était censée être anonyme. » Le capitaine Dubois a lentement secoué la tête, un geste de profonde déception. Il a levé sa canne et l'a pointée directement vers moi. Son indicatif d'appel est jukebox, a déclaré Dubois. Un murmure de confusion a parcouru les jeunes officiers, mais un silence aigu est tombé sur les hauts gradés des premiers rangs. Ils connaissaient le nom. Dubois a tourné son regard vers David, épinglant le jeune homme à la scène comme un papillon sur une planche. Il y a environ une décennie, un hélicoptère de transport a essuyé de lourds tirs anti-aériens au-dessus d'une étendue de désert très hostile. La pilote a subi de graves blessures par éclat d'obus à la jambe, sectionnant une artère critique. L'appareil était en panne. Les instruments étaient morts. Elle avait 6 hommes à l'arrière de cet oiseau. L'auditorium était si silencieux que l'on pouvait entendre les bouches d'aération de la climatisation ronronner. Cette pilote a poursuivi Dubois, sa voix chargée d'émotion, s'est fait un garrot à la jambe tout en pilotant un avion mourant manuellement. Elle a échappé à une frappe secondaire, a navigué à l'aveugle à travers une tempête de sable, et a posé cet oiseau en toute sécurité derrière les lignes amies avant de s'évanouir à cause de l'hémorragie. Dubois a fait une pause, laissant le poids de l'histoire s'installer dans la pièce. Il m'a regardé et j'ai vu une profonde et durable gratitude dans ses yeux. L'un des hommes à l'arrière de cet hélicoptère était moi, a dit Dubois doucement. Il s'est retourné vers la scène, sa voix se durcissant en acier. Elle est la raison pour laquelle je suis debout ici aujourd'hui. Et vous avez l'audace absolue de vous tenir sur cette scène et de l'appeler une secrétaire de bureau glorifiée parce que vous avez trouvé une photo d'elle remplissant des papiers. David a reculé physiquement comme s'il avait été frappé au visage. Tout le sang a fui ses joues. Il avait l'air complètement, absolument terrifié. Monsieur, je n'avais absolument aucune idée. Je vous jure, je ne savais pas du tout. Exactement, a claqué Dubois. Vous ne saviez pas. Vous avez jugé d'abord et vous n'avez jamais cherché. Vous avez laissé votre ego dicter votre réalité. Dubois s'est rassis lourdement. La déclaration est restée en suspens, un verdict final dévastateur. David a regardé le public, implorant une bouée de sauvetage.
Ses yeux ont trouvé Jean-Luc assis à côté de l'endroit où je me tenais. Jean-Luc, son propre sang. Le cousin qui maintenait toujours la paix. Jean-Luc s'est levé. Il n'avait plus l'air nerveux. Il avait l'air résolu. Il a regardé directement David, sa voix portant clairement à travers la pièce. « Retire cette diapositive, David, a dit Jean-Luc fermement. David a tressailli. Jean-Luc, ai-je dit. Retire cette foutue diapositive, a répété Jean-Luc, sa voix résonnant avec une finalité absolue. Avant que David ne puisse même atteindre la télécommande, une autre silhouette s'est levée au 3e rang. C'était Henri. David a regardé son père et le peu de combat qui lui restait s'est complètement évaporé. Henri n'a pas crié. Il n'a pas élevé la voix. Il a parlé avec la déception tranquille et écrasante d'un père regardant son fils échouer au test ultime de caractère. « J'ai passé 30 ans dans cet uniforme, a dit Henri, sa voix coupant le silence. J'ai passé 30 ans à enseigner aux marins que le respect se gagne par le sacrifice, pas en volant la vedette. » Henri a regardé le gigantesque écran de projection, puis son fils. « Quand exactement avez-vous appris à désirer l'attention plus que vous ne respectez l'uniforme ? » C'était le coup de grâce venant de son père devant ses pairs, devant ses supérieurs. C'était une annihilation totale. David a fixé le sol. Ses mains tremblaient. Il a tâtonné avec la télécommande, cliquant frénétiquement sur le bouton jusqu'à ce que l'écran devienne entièrement noir. L'image avait disparu, mais les dégâts étaient permanents. Le coordinateur de l'événement s'est rapidement précipité sur scène, chuchotant frénétiquement à David avant de prendre le microphone et d'annoncer maladroitement un entracte de 15 minutes. La salle a éclaté en murmures étouffés et chaotiques. Je me suis retourné, j'ai remonté l'allée et j'ai franchi les doubles portes menant au hall. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je n'ai pas attendu les excuses. Je suis sorti dans l'air frais et humide du matin de Nice, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Des histoires comme celle-ci se terminent généralement par la confrontation. Dans les films, le méchant est humilié, la foule applaudit, le héros s'éloigne vers le coucher du soleil, et le générique défile. Mais dans la vraie vie, la confrontation n'est que l'explosion. La partie la plus difficile est toujours de vivre les conséquences. Le samedi après-midi, 48 heures après le déjeuner, le groupe de discussion familiale était un terrain vague radioactif. La nouvelle s'était répandue dans le cercle familial à une vitesse terrifiante, bien que la version des événements qui était parvenue à Tante Claire et Martine ait été fortement éditée. Dans leur version, David avait fait une petite erreur innocente avec une présentation de diapositives, et je l'avais trahi avec vengeance devant ses officiers supérieurs, essayant délibérément de détruire sa carrière. Mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai pris. Texte de Tante Claire. Sandrine, je ne peux pas croire que tu gères les affaires familiales de manière si publique. David est dévasté. Tu dois vraiment apprendre à pardonner. Un autre message de Martine. Tu as humilié mon fils. Tu aurais pu simplement lui parler en privé. La famille est censée se protéger mutuellement. J'ai lu les messages avec un amusement détaché. C'était incroyable de voir comment les règles de protection de la famille ne s'appliquaient que lorsque quelqu'un tenait David responsable, mais disparaissait complètement quand c'était lui qui faisait le mal. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement supprimé les messages et mis le téléphone en silencieux. J'en avais assez d'expliquer le concept de respect à des gens déterminés à me mal comprendre. Je suis sorti sur le porche arrière. La pluie avait enfin cessé, et le soleil de fin d'après-midi perçait à travers les nuages, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe humide. Jean-Luc était assis sur les marches en bois, tenant une tasse de café, regardant le petit coin de bois derrière notre maison de ville. Je me suis assise à côté de lui sur le bois froid. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, écoutant les oiseaux gazouiller dans les arbres mouillés. Ma mère m'a appelé ce matin, a finalement dit Jean-Luc, sa voix rauque. Je suppose qu'elle voulait que tu exiges des excuses de ma part, ai-je répondu, regardant droit devant moi. Elle voulait que je répare ça, a corrigé Jean-Luc doucement. Elle voulait que j'arrange les choses, que je parle à David, que je te parle, que tout le monde revienne à la normale avant Noël. Je l'ai regardé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Jean-Luc a tourné la tête et a croisé mon regard. Il avait l'air plus vieux, plus épuisé, mais il y avait une clarté dans son expression que je n'avais jamais vue auparavant. Je lui ai dit non, a dit Jean-Luc simplement. J'ai cligné des yeux,
sincèrement surprise. Tu l'as fait? Jean-Luc a hoché la tête, posant sa tasse de café sur les marches. Il s'est entièrement tourné vers moi, prenant mes deux mains dans les siennes. Sandrine, je te dois des excuses. Pas celle à moitié sincère que je t'ai faite dans la voiture. Des vraies. J'ai attendu, le laissant trouver les mots. À la Toussaint, quand David a commencé à parler, mon rythme cardiaque a monté en flèche, a admis Jean-Luc, sa voix calme, mais pleine de regrets. Je déteste les conflits. Je les ai toujours détestés. J'ai grandi dans une famille où celui qui criait le plus fort gagnait, et le moyen le plus facile de survivre était de simplement baisser la tête. Alors, quand il t'a insulté, mon cerveau est simplement passé en mode survie. Je me suis dit que je maintenais la paix. Il a serré mes mains plus fort, mais j'ai réalisé quelque chose en étant assis dans cet auditorium. Je ne protégeais pas la paix. Je protégeais mon propre confort. Je t'ai laissé prendre une balle pour ne pas avoir à me sentir mal à l'aise. Et puis je me suis fâché contre toi parce que tu saignais. J'ai senti un nœud serré dans ma poitrine se desserrer légèrement. C'était la vérité. C'était inconfortable. C'était laid, mais c'était honnête. J'aurais dû te soutenir, a dit Jean-Luc, les yeux larmoyants. Je suis ton mari. Je suis censé être ton partenaire et je t'ai fait défaut. Je suis si profondément désolé. Je l'ai regardé longtemps. La colère qui bouillonnait entre nous depuis des semaines a finalement commencé à se calmer. Je te crois, ai-je dit doucement. Mais Jean-Luc, des excuses ne sont que des mots. J'ai besoin d'un comportement différent. Je ne peux pas être marié à un homme qui me laissera combattre des loups juste pour se sauver. Tu ne le feras pas, a promis Jean-Luc, sa voix chargée d'émotion. Je te jure, le gardien de la paix est mort. Je suis dans ton équipe, Sandrine. Toujours. Je me suis penché et j'ai posé ma tête contre son épaule. Il a enroulé son bras autour de moi, me serrant fort. La tempête à l'intérieur de la maison était enfin terminée. La fondation s'était fissurée, mais nous commencions enfin à la reconstruire. Des mois passèrent. Les saisons passèrent du froid humide de l'hiver à la chaleur humide et collante d'un été niçois. Les choses s'installèrent dans une nouvelle réalité permanente. La carrière de David ne prit pas fin, mais elle subit un coup massif et indéniable. Le conseil d'examen officiel signala sa présentation. Sa promotion à venir fut discrètement mise de côté. Il fut muté à un poste moins visible, très administratif, une ironie brutale que j'appréciais de loin. Les officiers supérieurs qu'il avait autrefois trouvé charmant le traitèrent désormais avec un professionnalisme poli et glacial. Il avait perdu la seule chose qu'il valorisait par-dessus tout, les projecteurs. Mais le changement le plus profond fut au sein de la famille. Pour la première fois de sa vie, les gens cessèrent de prendre automatiquement les paroles de David pour argent comptant. La dynamique familiale changea. Henri et moi commençâmes à prendre un café une fois par mois. Nous ne parlâmes jamais de David. Nous parlâmes de baseball, d'histoire navale et des meilleurs endroits pour manger un barbecue. Nous construisîmes une relation basée sur le respect mutuel, laissant le drame derrière nous. Puis, exactement 5 mois après le déjeuner, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais je reconnaissais l'indicatif régional. J'ai répondu. Bonjour. Le silence pesa sur la ligne pendant un long moment. Puis, une voix parla. Sandrine, c'est David. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir de la cuisine. Je suis resté parfaitement immobile. Sa voix sonnait remarquablement différente. L'arrogance polie et retentissante avait complètement disparu. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air humble. « Qu'est-ce que tu veux, David ?» ai-je demandé, gardant mon ton entièrement neutre. « Je voulais m'excuser » a-t-il dit. J'ai failli rire purement sous le choc. « Tu as 5 mois de retard. »« Je sais » a-t-il admis doucement. « Je sais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. J'ai passé des mois à me convaincre que tu étais la méchante, que tu m'avais piégé, que le capitaine Dubois avait réagi de manière excessive. Et qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Il a laissé échapper un lourd soupir. Mon père a cessé de me parler. Pas officiellement. Juste. Il a cessé de me regarder comme avant. Et j'ai compris pourquoi. Il a fait une pause et quand il a repris la parole, les mots semblaient lui faire physiquement mal à prononcer,
j'étais jaloux de toi, Sandrine. J'ai froncé les sourcils, sincèrement confuse. Jalouse de quoi? Je suis une pilote vieillissante avec un mauvais genou. Tu avais la voix rapide. J'étais jaloux parce que tu n'as jamais eu à exiger le respect, a dit David, sa voix brute et honnête. Tu ne t'es jamais vanté. Tu n'as jamais fait de spectacle. Tu es juste entré dans une pièce et les gens te respectaient. J'ai passé toute ma vie à parler aussi fort que possible pour que les gens me remarquent et tu as obtenu plus de respect en ne disant absolument rien. Ça me rendait fou. Alors j'ai essayé de te rabaisser pour me faire paraître plus grand. Je me suis tenu dans la cuisine silencieuse, regardant les grains de poussière danser dans un rayon de soleil de l'après-midi. C'était l'absolue vérité, sans fioriture et pathétique. Je t'ai utilisé pour me sentir plus grand, a dit David. Et je suis vraiment profondément désolé. J'ai absorbé les mots. Je les ai laissés m'envahir. C'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite, David. Pouvons-nous recommencer, a-t-il demandé, une pointe d'espoir désespérée dans sa voix. J'y ai réfléchi. J'ai pensé au dîner de la Toussaint, aux nuits blanches, à la photographie sur l'écran de projection. J'ai pensé à la douleur qu'il avait causée, et à la paix que j'avais tant lutté pour retrouver. Non, ai-je répondu calmement. Nous ne pouvons pas recommencer. Je ne ferai pas semblant que rien de tout cela ne s'est passé, mais nous pouvons commencer à partir d'ici. Si je te vois lors d'une réunion de famille, je serai poli. Mais nous ne sommes pas amis, David. Ce pont est brisé. Il est resté silencieux un instant. Puis il a simplement dit, je comprends. Merci, Sandrine. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone et j'ai senti un immense poids physique se soulever de mes épaules. C'était vraiment fini. Quelques semaines plus tard, je me tenais sur le front de mer de la base navale juste au lever du soleil. Le ciel était une toile brillante de rose et d'or, se reflétant sur l'eau sombre et calme du port. Mon genou droit me faisait un peu mal à cause de l'humidité matinale, et ma veste de service me semblait un peu plus serrée aux épaules qu'il y a 10 ans. Et pour la première fois de ma vie, rien de tout cela ne me dérangeait. J'ai regardé un porte-avions massif se diriger lentement vers l'océan, pensant à tout ce que j'avais appris au cours de l'année écoulée. Nous passons une grande partie de nos vies terrifiés par ce que les autres pensent de nous. Nous nous contorsionnons pour nous adapter à leur case, pour maintenir la paix, pour éviter les conversations inconfortables. Mais le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger depuis une scène. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut perdre à cause d'une blague insouciante. Le respect est quelque chose que l'on porte dans ses os. Il se forge dans les moments silencieux et douloureux où l'on décide que l'on ne tolérera plus d'être rabaissé. Si vous avez déjà été sous-estimé, insulté ou ignoré par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux, écoutez ceci. Vous n'avez pas à renverser la table. Vous n'avez pas à crier. Il vous suffit de vous lever, de tracer une ligne dans le sable et de laisser la vérité parler d'elle-même. Parce que parfois, les personnes qui essaient de vous rabaisser finissent par construire exactement la scène dont vous avez besoin pour montrer au monde exactement qui vous êtes. Merci de votre écoute. Gardez vos limites solides et prenez soin de vous.